Bonsoir à toutes et à tous. Donc là, dans cette nouvelle émission, je reçois le batteur, arrangeur, compositeur, monsieur Arnaud Dolmen. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Jérémy, bonsoir les auditrices, les auditeurs de Caribbean Jazz. Comment vas-tu? Eh bien super, hein, franchement, super. Toujours un plaisir ouais, d'être avec toi, quoi, c'est cool. Donc là, c'est... alors, on va revenir un petit peu sur... rapidement, hein, sur ton parcours. Oui. Pas que... Parce que je sais que bon, ça fait un moment que tu es dans la musique. Enfin, tu n'as pas commencé dans le jazz. Mhm. Donc toi, dans quel environnement tu as grandi, évolué? Alors moi j'ai grandi en Guadeloupe, bien que je sois né à Bar-le-Duc, parce que en fait mon père était militaire de carrière. Et c'est à l'âge de 5 ans, mes parents ont été mutés en Guadeloupe et à l'âge de 5 ans, ben, on est rentré en Guadeloupe. Et depuis tout petit, ben, j'ai toujours été attiré par les percussions. Et donc j'ai commencé la musique. J'avais déjà commencé à prendre des cours d'initiation à Tarbes, là où mes parents vivaient, à l'âge de 3 ans. Et après, quand on est rentré en Guadeloupe définitivement, eh ben, je suis rentré dans l'école de Monsieur Georges Troupé, qui était une école spécialisée dans la musique gros-ca. Donc voilà, donc j'ai commencé par le tambourka. Après, à l'âge de 11 ans, j'ai pris des cours de batterie. Et voilà, et depuis tout petit, mais ouais, la musique m'habite, quoi. Je suis vraiment, déjà de par mes parents, d'un oncle aussi qui était très mélomane. J'ai toujours entendu beaucoup de musique autour de moi. Donc voilà, c'est comme ça que mon enfance en musique a commencé. D'ailleurs, on peut voir une petite vidéo de toi où il y a Georges Troupé qui vient te chercher. Oui. Tu es sur un muret, tu es assis, et il vient te chercher en voiture. Et puis, je crois que c'était un petit reportage qu'on avait fait sur toi. Ça s'est passé Oui. comment ça? En fait, c'était un reportage sur l'école de Georges Troupé D'accord. et j'étais, on va dire, un acteur peu principal de cette émission. J'étais très très proche de lui, c'était un peu comme un grand-père. Et voilà, la séquence qui a été un peu scénarisée, mais en fait c'était la vérité vraiment. C'est-à-dire que tous les mercredis et tous les vendredis, Mhm. je prenais le car, enfin le bus du collège ou du lycée de Pointe-à-Pitre pour aller à Sainte-Anne. Et lui, comme l'école était à Morne-Valette à Sainte-Anne, donc du bourg de Sainte-Anne au Morne-Valette, il y avait une grosse pente, tout ça. Donc il venait me chercher. Il venait me chercher, il m'attendait à l'église. Et après, on montait. Et moi, je passais les après-midi, le mercredi et le vendredi après-midi. Soit il me donnait des cours, soit je donnais aussi des cours. Voilà, je donnais. Ah. Ouais, parce qu'en fait, sa philosophie, c'était la transmission. Donc, la transmission en tant qu'élève. Et quand il estimait que tu avais la capacité de transmettre à ton tour, eh ben, tu transmettais. Et moi, le mercredi après-midi, quelquefois, j'animais des cours en fait, de musique. Parce qu'en fait, le mercredi, c'était des cours de musique, donc le cas, mais aussi la théorie musicale. Mais j'étais plus assistant, en fait. J'étais plus assistant. Ouais, j'avais peut-être 14 15 ans quand j'ai Ben, commencé ça. justement, là, tu me devances sur ma question parce que sur la vidéo, déjà, on voit que tu es très jeune Oui. et tu me dis que tu donnes des cours. Donc, je me dis, mais à quel âge il a donné ses Ouais, cours? mais on donnait des cours, mais c'est pas que moi, hein, c'est-à-dire que dans l'école, quand il estimait que tu avais la capacité de donner des cours, eh ben, soit tu donnais, tu étais assistant pour les cours d'enfants, ou même tu donnais des cours particuliers, quoi. Moi, je me suis retrouvé à donner des cours de batterie, j'avais 16 17 ans. J'avais des amis, des copines qui donnaient des cours de piano. Euh, Par exemple, la personne que j'estime aussi
ouais, qui était mon professeur aussi, l'assistante de Georges Troupé, qui a repris d'ailleurs l'école quand M. Troupé est mort, qui s'appelle Laurence Jules Gaston. Et ben, elle me donnait des cours, elle avait peut-être 15 ans en fait. Donc, ouais, c'était vraiment une transmission comme ça. C'était vraiment, voilà. C'est pour ça que ce monsieur, c'était un génie en fait hein, de l'éducation, parce que ça nous donnait déjà le sens de l'entrepreneuriat, le sens de la transmission, le sens de... Enfin, c'est maintenant qu'on se rend compte de ce qu'il nous a laissé, mais avec le recul, je me dis, mais wow, de ne pas sous-estimer les enfants, en fait, hein, de ne pas sous-estimer les enfants. Bah, c'est super important ce que tu dis. Mm. Parce que lui, il avait déjà ce sens où il se disait, bon, moi, je leur ai appris certaines choses. Ça fait, par exemple, je raconte n'importe quoi, hein, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Mhm. Bah, ils sont aptes à transmettre ce que ce que je leur ai appris Mhm. avec leurs propres mots, avec leurs propres connaissances Voilà. et leur propre façon de voir. Donc, je trouve ça, toujours dans la transmission. Oui, dans la transmission, par exemple, son fils, Sonny Troupé, à l'âge ouais, de 10-11 ans, il faisait déjà des arrangements pour le groupe Kimball. Et voilà, il était directeur musical à 16-17 ans. Mais quand je te dis des arrangements, c'est pas des arrangements pour enfants, hein. Il faisait vraiment des trucs déjà très très élaborés en fait. Ah ouais, d'accord. Il y a une pièce qu'on joue, peut-être que tu as dû voir ça, une pièce qu'on joue souvent en duo, Mhm. deux tambours. Oui, 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 Et oui. Sony, ça, il a composé ça, il avait 15 ans, quoi. Ah ouais. Il avait 15 ans. Donc, mais ça, voilà, c'est la confiance que Georges Troupé nous a donnée. Et voilà, c'est-à-dire que s'il y avait YouTube aujourd'hui, on aurait les jeunes prodiges, mais en fait, ouais, on avait un groupe, le Kimball, et le groupe sonnait super bien, on avait tous 14-15 ans, et voilà, après, c'était dans la bienveillance, c'était dans la passion, il a réussi vraiment à nous transmettre ça et à nous responsabiliser, en fait. Ouais. Et c'est donc toi, tu as commencé, comme tu disais, tes armes chez Georges Troupé. Oui. Et ensuite, une fois que tu as fini ton cursus, parce que Oui. je pense que c'était un cursus, c'est à ce moment-là que tu as décidé de venir en France ou... Non, en fait, tu sais, finalement, enfin, en tout cas pour l'école de Georges Troupé, on n'a jamais vraiment fini le cursus, en fait, hein. C'était vraiment... Mais il fallait que je parte déjà pour des raisons... parce qu'en fait, après, quand j'ai eu le bac, j'ai eu... enfin, mes parents tenaient à ce que je fasse des études générales. Donc, j'ai fait un BTS comptabilité. Et en parallèle, j'ai fait une école de batterie. Voilà, pour... mais bon, la musique a pris le dessus. La musique a pris le dessus. Bon, j'ai essayé... Franchement, j'ai fait 4 ans de BTS. Normalement, tu fais en 2 ans. Et j'ai même pas eu le BTS. Franchement, j'ai essayé. Non, j'ai essayé. Pourquoi? Parce que Mais j'étais déjà focus sur la musique. Et j'avais déjà des amis qui jouaient très bien, enfin, qui étaient déjà professionnels. Et donc, c'était compliqué pour moi de faire en même temps le BTS, la musique. Mais quand même, je tiens à dire que je suis quand même heureux d'avoir fait, enfin, d'avoir essayé d'aller au bout de ce BTS. Car ça m'a, si tu veux, ça m'a fait prendre conscience de ce que je n'aimais pas. Voilà. Ah, ok. Ça m'a fait Et par curiosité, c'était quoi comme BTS que tu as BTS de fait? compta. Ah, BTS de BTS compta. Et donc, du coup, maintenant que je suis musicien professionnel, c'est ma profession, et bien, à chaque seconde que je peux faire de la musique et que j'en vis maintenant et qu'on m'appelle pour faire ouais, pour jouer dans des groupes où j'ai l'opportunité aussi de faire des disques, et bien je prends ça comme une bénédiction parce que je sais qu'est-ce que c'est faire ce qu'on n'aime pas en fait.
Ouais, c'est important, c'est l'expérience, hein, tout Voilà, simplement. l'expérience. Autant que tu n'as pas expérimenté, tu peux pas savoir Mm. si tu vas aimer ça ou si... Mm. Il faut que tu testes. Tu as testé. Oui, j'ai testé. J'ai testé. Ouais, mes parents, normal, hein, ils voulaient que sécurité parce que mes parents sont pas musiciens. La musique n'a pas forcément toujours une belle image, surtout dans les années 80, 90. Euh, et ouais, et en Guadeloupe, on n'a pas vraiment cette culture de musicien professionnel en fait. Mhm. Le musicien en général, c'est fait pour le week-end ou voilà. Enfin, et la plupart des grands groupes mythiques, par exemple de la Guadeloupe, la Martinique, comme Malavoie, la plupart ils sont des fonctionnaires, en même temps ils font de la musique. Donc voilà, donc quand tu dis à tes parents, écoutez, bon là, je veux vraiment faire ça de ma profession, je veux faire que ça. Au début, c'est un peu dur et ils sont inquiets. Donc moi, franchement, c'est vrai que ces années n'étaient pas forcément faciles, mais avec le recul, c'est quelque chose de très positif parce que pour mon métier après, ça m'a cadré en fait. Ça m'a cadré et surtout, ouais, ça me fait profiter vraiment de ce que je suis en train de vivre. Justement, tu parlais de tes parents. Mhm. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quel est leur regard sur ton activité? Ben, mes parents, je pense qu'ils sont fiers. Je pense qu'ils sont fiers de, de mon frère et moi, parce que j'ai un frère aîné aussi, lui aussi qui est entrepreneur, il est en Guadeloupe. Je pense qu'ils sont fiers d'eux, parce que je pense qu'ils... Ouais, enfin, en tout cas, j'espère qu'ils voient l'éducation qu'ils nous ont donnée, en fait. Donc voilà, je pense qu'ils sont déjà fiers d'eux et du coup, ben, fiers de ce qu'on est aujourd'hui. Enfin, voilà, en tout cas, moi, je suis très reconnaissant de l'éducation que j'ai reçue et aussi comment dirais-je, dans l'éducation, les limites en fait partie. Et, et le fait d'avoir aussi ces petites limites, entre guillemets, et ben, ça fait partie de mon éducation et c'est ce qui m'a forgé. Donc, non, non, je pense qu'ils sont fiers de nous et fiers d'eux. Voilà. Et donc, là, on a parlé de tes parents. J'aimerais parler aussi des collaborations que tu as eues. C'est-à-dire que tu as collaboré quand même avec des grands noms. Mhm. Donc, il y a eu Tony Chasseur, parce que tu as évolué aussi dans le zouk. Oui, Il y a eu Tania Saint-Val. Il y a eu Dédé Saint-Prix, qui n'est pas vraiment un zouk, oui, mais musique antillaise. oui, oui, Et tu as aussi euh, travaillé surtout avec Mario Canonge, oui, Michel Alibo. oui. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer déjà comment se sont faites cette rencontre, notamment avec Mario Canonge, et puis depuis combien de temps à peu près, enfin déjà comment vous êtes rencontrés, et puis comment est né le fait de faire ces projets ensemble. Alors, comment j'ai rencontré Mario Canonge? Enfin, c'est tellement long. Je vais essayer d'expliquer. Alors, Alors, je ouais. vais essayer d'expliquer. Euh, Mario fait vraiment partie des musiciens qui m'a peut-être le plus inspiré. Même plus que des batteurs ou plus que des percussionnistes. Mario fait partie des légendes vivantes, déjà du jazz caribéen, des chansons caribéennes aussi, mais aussi du jazz tout court, international. Et avant de le rencontrer, moi j'étais un grand fan. Et je suis toujours un grand fan d'ailleurs. Je suis toujours un grand fan. Et voilà, donc du coup, je l'ai rencontré la première fois que je l'ai vu jouer, c'était en Guadeloupe. Il jouait avec son groupe Chicotte, avec Étienne Mbappé à la basse, euh, Roger Birondou à la batterie et Hervé, je suis désolé, j'ai oublié son nom, au saxophone.
Et j'étais comme un fou, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, mais c'est ce que je veux faire, quoi. Et donc là, donc, la première fois que je lui ai parlé, c'était à ce concert. Après, j'ai été le voir avec les frères Fanfan en Guadeloupe. Et quand je suis arrivé dans l'Hexagone, Franck Nicolas m'a appelé, Franck Nicolas qui est un trompettiste guadeloupéen, qui m'a appelé pour des concerts en premier lieu et après enregistrer. Et la première fois vraiment que j'ai joué avec Mario Canon, c'était à cette occasion. Et j'étais très, très, très impressionné. Et Franck Nicolas a réalisé après l'album d'une chanteuse kabyle qui s'appelle Keiko Nimse. Et donc là, on se partageait l'album avec Karim Ziad, un super batteur algérien. Et l'équipe, c'était Mario Canonge et Michel Alibo. Et la première fois qu'on a vraiment, vraiment, vraiment enregistré, joué ensemble, c'était à cette occasion. Et après, Mario m'a appelé pour la première fois, j'avais peut-être 22 ans ou 23 ans, pour accompagner Monsieur Ralph Tamar. Et c'était un de mes concerts jusqu'à aujourd'hui qui fait partie de mes concerts les plus marquants, en fait. C'est comme si... c'est pas comme si. Je jouais vraiment avec mes idoles, quoi. Pour moi, c'était un rêve accompli. Et donc, de fil en aiguille, il a continué à m'appeler pour ses projets, tout ça. Et voilà. Et là, c'est devenu un grand ami, on va dire. Mais j'ai toujours ce regard d'enfant quand il m'appelle. Et ouais, quand je suis avec lui, c'est toujours... que ça soit Mario, mais Michel Alibo, c'est la même chose hein, pour moi. Jacques Schwarzbart aussi. J'ai parlé de Franck Nicolas aussi. En fait, voilà, cette génération de musiciens, c'est ces personnes qui m'ont donné envie de faire la musique que je fais aujourd'hui, en fait. D'accord. C'est-à-dire mélanger le jazz avec les différentes influences et de ne pas se mettre de limites et de barrières. Donc voilà, Mario, c'est l'exemple type pour ça. Tous les projets qu'il a fait et qu'il va faire et qu'il fait, il y a toujours, voilà, il y a toujours quelque chose de différent, des couleurs différentes, avec des musiciens quelquefois qui n'ont rien à voir culturellement. Enfin voilà. Et c'est vraiment un exemple pour moi en fait. Et justement, tu parlais de Mario Canoge, et puis il y a eu au mois de mai quelque chose d'étonnant parce que t'as sorti, enfin, tu étais sur 2 albums qui sont sortis le même jour. Ah oui. L'album de Mario Canonge Trio avec Michel Alibo et toi-même à la batterie. Oui. Michel qui fait de la basse, mais là qui était à la contrebasse et Mario au piano. Et puis un autre album de Georges Granville au piano avec Michel Alibo à la contrebasse et toi à la batterie. Oui, oui. Qui sont, donc c'est marrant, 2 sorties. Ouais, franchement, c'était une pure coïncidence. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était une pure coïncidence que ces albums sont sortis le même jour. Après, c'est là aussi que tu vois la personnalité des musiciens et la puissance de la musique, en fait. C'est-à-dire que même si c'est le line-up, entre guillemets, et le line-up est similaire, mais juste un élément d'un groupe, et ben, ça fait des albums complètement différents. Et c'est ce qui est beau dans la musique. Et déjà, par rapport à la musique, tu peux percevoir un peu la personnalité des personnes, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc, c'est super. Donc il y a eu ces albums-là. Après, il y a eu Leno. Oui. Leno qui est le projet de Leonardo Montana et de toi-même. Oui. Leonardo Montana que j'ai déjà reçu dans mon émission aussi. Oui. Et donc, comment est né, je lui ai posé la question, mais je te la pose également. Comment avez-vous eu l'idée de faire cet album? Wow, l'idée, peut-être inconsciemment, l'idée est venue bien avant
qu'on est... peut-être l'idée est arrivée peut-être à la première fois qu'on s'est vu, en fait. Hein. Inconsciemment, tu sais. Et après, on a eu une opportunité de partir. En fait, on m'avait appelé pour jouer avec mon quartet, Tomber Lévé, donc mon premier album. Et Léo est dessus. Et, mais bon, ils n'avaient pas forcément de budget pour ça. Et moi, je leur ai dit, il n'y a pas de problème. On va essayer de le faire. On va le faire à deux. On va le faire à deux. Et j'ai appelé Léo. Et il va dire, ah, mais il n'y a pas de problème. Le café. Le café. Et on l'a fait. Voilà. Ce qui est marrant, ce qui est super, en fait. C'est-à-dire qu'on l'a fait. Donc, par sécurité, on est venu avec des claviers, avec des choses. Et, et j'ai envie de dire que la vie est bien faite parce que après ce concert, on a eu pas mal d'opportunités de concerts, après, de résidences. On a pu affiner, épurer aussi le répertoire parce qu'à la base, c'était le répertoire de Tomber Lévé. Et au fur et à mesure des opportunités, on a changé des styles de morceaux par des compositions ou par d'autres morceaux, tout ça. Et ça a fait le répertoire. Le répertoire, on s'est dit ouais, qu'il faudrait qu'on trouve une manière de jouer à deux. On a eu des conseils aussi de d'autres musiciens qui nous ont donné des références de duos qui existaient déjà, dont un duo avec Max Roach à la batterie et Abdoulaye Ibrahim au piano. Et quand on a vu, alors il y a une vidéo sur YouTube, quand on a vu ça, on m'a dit, mais c'est dans cette direction qu'il faut qu'on aille en fait. Côté pur, assumer nos instruments vraiment, assumer nos instruments, comme on aime dire, jouer sec. Jouer sec et essayer de vraiment de trouver un son à deux. Et ouais, et on a, du coup, au fur et à mesure, on a fait des concerts, on a fait des résidences. Au bout d'un moment, on s'est dit, eh ben, allons enregistrer. On a aussi eu l'opportunité d'un producteur, d'un label qui s'appelle Kesson Record. Et donc, on a fait une coproduction avec le label Samana Productions, qui nous ont vraiment aidé à faire rayonner ce projet, en fait. Hein. Parce qu'un projet, c'est la musique, mais c'est toute une équipe autour. Les photos, la com, l'attaché de presse, enfin. Et voilà, et donc du coup, l'album Leno est né, et on en est très très content. Mais Leno, l'album c'est quelque chose, les lives c'est autre chose. Et donc voilà, et donc moi ce que j'aime bien dire, c'est que l'album, c'est le début du commencement. Ouais. Bon, peut-être que dans 5 ans, tu vas nous recevoir et peut-être que je te dirai la même chose. C'est toujours le début de quelque chose. Et c'est ce qui est bien avec ce groupe, c'est-à-dire qu'on se donne, mine de rien, pas mal de challenges, de contraintes, entre guillemets, mais dans la contrainte, on essaie d'être le plus libre que possible. Et c'est ce qui nous donne ce truc un peu pétillant et qui nous donne envie de continuer. Parce que là, on a fait une série de concerts là, au mois de novembre. Et en 3 concerts, ben, la musique est complètement différente. Donc j'imagine que si on continue à faire des concerts en 2025, 2026, jusqu'à je sais pas quoi, voilà, ça sera toujours différent en fait. Mais en parlant de l'album Leno, parce que vous avez fait des concerts, bon, le concept est né, il y a eu tout le cheminement que tu as expliqué juste avant. Mais il y a une chose aussi que je t'ai vu faire sur les réseaux, oui. C'est qu'aujourd'hui, cet album est né d'un dur labeur. Oui. Et c'est l'album de l'année 2024. Oui, c'est l'album. Alors, c'est l'album. Ouais, c'est Jazz News et Jazz Magazine qui sont des magazines spécialisés
dans le jazz nous ont élus par un vote album de l'année 2024. Et pour nous, ça, en tout cas, je pense que Léo sera d'accord avec moi, mais pour nous, c'est beaucoup de choses. Ça symbolise beaucoup de choses. Déjà, c'est très positif. Euh, Mine de rien, il faut pas se mentir, un duo batterie-piano, c'est peu commun, c'est assez osé aussi. Et d'avoir eu cette distinction, eh ben, ça nous donne beaucoup de courage et comment dire, de croissant l'as en fait, de continuer à croire, de continuer. Parce que, mine de rien, derrière, voilà, derrière ben, cet album, derrière cet engagement de faire cet album comme ça, ben, il y a plein de doutes aussi, quelque part. Tu vois, quelquefois, il y a des concerts où on n'est pas forcément content, où il y a des trucs où, tu vois, à chaque concert, même quand on est content, il y a toujours dire, bon, ben, on va. Donc, le fait d'avoir une distinction comme ça, eh ben, ça nous remplit de joie et ça nous dit, bon, il faut pas nous laguer, quoi. Il faut qu'on continue et on est dans notre vérité parce qu'en fait, on fait ce qu'on aime vraiment et de pouvoir réussir à véhiculer ce message, et ben pour nous, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver en musique, en fait, hein, de faire un truc avec sincérité, avec le cœur et de voir que ça a été compris par pas mal de personnes et donc ça fait plaisir. Et je rappelle qu'avant Leno, tu as quand même eu d'autres albums, Oui, comme Tomber l'évé, tu en as parlé tout à l'heure là. Il y a Justin aussi, oui, parce qu'il faut le rappeler aussi. oui, oui. Et en parlant de distinction, on va rester sur les distinctions. Tu as été révélation aux Victoires du Jazz en 2022. Oui. C'est quoi cette révélation? Les victoires du jazz, c'est un prix qu'on décerne. Voilà, c'est une récompense en fait, hein. Pareil, c'est toujours dans le même système de vote. Il y a des votants d'un comité et voilà, il te qualifie dans différentes catégories. Et en 2022, on m'avait qualifié dans la catégorie révélation et j'ai eu l'honneur d'avoir ce prix. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ah. Et il y a un autre prix aussi, il y a enfin, où tu as, je crois, c'est le finaliste du prix Django Reinhardt. Oui, Où oui. c'est euh, C'est Grégory, Grégory ouais, Privat ouais, qui a eu le prix. qui avait eu le prix. Donc ça, c'était l'année dernière. Mhm. L'année dernière. Voilà. Oui. Non, continue. Non, 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 voilà. L'année dernière. Et il y a aussi l'académie, parce que c'est important de dire tout ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous voient, comme je le disais tout à l'heure là, Leonardo, enfin, Mhm, je le disais dans l'émission avec lui, mhm. euh, c'est important de dire que oui, il y a des musiciens qui accompagnent des gens, mais il faut aussi dire les récompenses que nos musiciens ont, que les musiciens ont. Que ça soit, quand je dis nos musiciens, c'est les musiciens caribéens, Mhm. mais au-delà des musiciens caribéens, c'est important de dire aussi qu'il n'y a pas que les chanteurs qui ont des récompenses, qu'il y a aussi les musiciens, qu'il y a aussi, des fois ça arrive qu'un ingénieur du son, même un régisseur lumière ou autre, pour sa création, c'est important de parler de ces choses-là. Mm. Parce que vous faites un travail aussi. Bien Parce que sûr. travailler 8 heures par jour, c'est pas rien. Mm. C'est pas rien. Donc, il y en a qui vont se lever le matin, qui vont faire de la comptabilité, comme on en a parlé tout à l'heure là. Ouais. Et il y en a qui vont se lever et qui vont jouer. Toi, ça va être la batterie. Ouais. Leonardo, c'est le piano. D'autres, ça va être, par exemple, la contrebasse. Chacun a son instrument. Mm. Donc, je trouve ça important aussi de parler de ce que vous avez reçu, des récompenses Oui. que vous avez reçues. De toute façon, ça fait toujours plaisir, hein. C'est toujours quelque chose de positif.
Et en tout cas, moi, je prends ces récompenses comme de la gratitude, mais surtout comme un moteur de motivation pour continuer en tout cas à créer et continuer à créer et à faire en ce que je crois être bon pour moi, pour la musique, pour donc voilà ce que j'aime. Donc oui, ça fait plaisir. Ah oui, Ça ça fait plaisir. Bah oui. Ça fait plaisir. Il y a aussi quelque chose qui a sauté en relisant ta biographie, c'est que tu as été dans le top 3 des meilleurs batteurs français de 2023 et 2022. Ça veut dire quoi exactement, ce titre? Mais c'est pareil, c'est le magazine Jazz News, enfin les magazines Jazz News et Jazz Magazine qui font qui sélectionnent des musiciens qui font des classements. Et voilà, j'ai été dans ce classement l'année dernière, l'année d'avant, cette année aussi. Léo aussi est dans les classements des pianistes. Voilà, enfin, ça fait plaisir. Je te sens gêné. Je te sens. En fait, je t'explique pourquoi je Ouais. suis gêné. C'est-à-dire que, franchement, je suis content, vraiment. Je suis content, mais ouais, parce qu'il y a tellement de bons musiciens. Et c'est compliqué tu vois, de parler des top 3 des... Bon, pour moi, c'est un peu compliqué, en fait. Mais je suis content et je le prends. Hein. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Moi, je parle... Voilà, c'est de parler de ça... Ouais. C'est compliqué de parler de toi-même en tant que meilleur batteur ou meilleur, en fait, top 3 des batteurs. Je suis un peu gêné avec ça, mais je le prends avec grand plaisir. Bah, si tu es classé euh, par Jazz Magazine ou pas, déjà c'est un magazine qui est spécialisé dans le jazz, donc c'est des personnes qui ont l'habitude d'écouter des musiciens et c'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est qu'ils ont vu en toi une technicité ou une approche musicale ou un jeu différent de ce qu'ils avaient peut-être l'habitude d'entendre. Donc il y a aussi peut-être ça qui joue. Mais je peux comprendre que tu sois gêné. Moi, C'est vrai. moi, je me dois d'en parler parce que Ah non, voilà. non, mais, Parce que c'est. mais en même temps, c'est la vérité, en fait. Oui, C'est-à-dire c'est la que, vérité. voilà, c'est comme ça. Voilà. Moi, quand j'ai vu ton annonce sur les réseaux que l'album était l'album de l'année 2024, Mhm. ben, pour moi, pourtant, ce n'est pas moi qui ai joué, mais je vous ai vu au Baiser Salé, comme je le disais aussi, au studio de l'Ermitage. Et je trouve que vous le méritez, quoi, tout simplement. On va pas se mentir, vous le méritez. Merci. Donc voilà, il y a un travail qui a été fait et la récompense de votre travail. Et je m'en souviens au studio de l'Ermitage, quand c'était la présentation de l'album, il y avait un présentateur sur scène qui a dit mais à deux, je sais pas comment ils font. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Donc voilà. Merci. Et puis, à part ce projet Leno, tu as aussi un projet qui s'appelle Viti Groove. Où tu donnes des masterclass aussi. Oui, je donne des masterclass aussi. Donc tu n'es pas que, comment dire, enfin tu défends plusieurs projets. Oui, c'est-à-dire que je défends plusieurs projets parce que depuis très longtemps, franchement, j'ai toujours porté des projets, soit en co-leader, ou soit en mon nom. Et ce qui change depuis quelques années, c'est qu'on me donne des résidences, c'est-à-dire des résidences artistiques, on me fait confiance pour des résidences artistiques. Et grâce à ces résidences, ça me fait créer des concepts ou des projets. Et par exemple, Viti Groove, c'est vraiment le fruit d'opportunités. Le groupe, il est né lors d'une compilation pour les 40 ans de Vienne. On m'a appelé, on m'a demandé de faire un groupe inédit et d'enregistrer un titre.
Donc j'ai enregistré un titre voilà, dans une compilation qui s'appelle Past and Future. Et après, j'ai eu l'opportunité d'être résident à la Dynamo, banlieue bleue. Et pareil, on m'a proposé de faire des groupes que j'avais déjà, dont les No. On a joué aussi avec le Quartet. Et dans cette même résidence, j'ai fait un projet de chœur autour d'un chœur qui s'appelle Battement de chœur. Et aussi le Viti Groove avec Sophie Solivo à la harpe, avec Swahili Mbappé à la basse électrique, avec Carl-Henri Morisset au clavier, Gabriel Goss à la guitare et Adriano Tenorio aux percussions. Et en fait, le but de ce groupe, c'est un groupe électrique et c'est vraiment autour du groove et du chant. Et donc, et grâce à cette résidence, on a eu l'opportunité de faire d'autres dates, dont on a joué cet été à Jazz à Nice, on a joué au Duc des Lombards. Donc voilà, et donc c'est un projet aussi que je défends au fur et à mesure. Donc voilà, donc c'est des opportunités. Par exemple, là, on m'a donné encore une autre opportunité, Jazz sous les pommiers, en mai 2025, autour d'un carnaval. Donc là, j'ai écrit toute une pièce pour 150 musiciens, donc avec des cuivres et des percussions. Et c'est autour d'un carnaval. Donc voilà, ça aussi, c'est une autre opportunité. Et donc du coup, je fais un répertoire pour ça. Et en général, après, soit j'enregistre ou soit j'essaie de faire tourner. Donc c'est comme ça que les choses se font. Voilà, et chaque petite opportunité, j'essaie de les faire vivre au mieux. Et puis, tu as eu l'opportunité aussi de jouer dans un film sur Netflix qui s'appelle The Eddy. The Eddy. The Eddy. Yes. En parlant d'opportunités. Voilà, c'est ça. The Eddy, oui, c'était une toute petite séquence où j'avais le rôle de teenager, Ted. Et voilà, bon, je vais pas spoiler. Allez, regardez. C'est parfait. Si vous voulez découvrir Arnaud Dolmen sur Netflix, dans le film, Voilà. regardez The Eddy. Voilà. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour de ton parcours, en parlant des grandes lignes, parce que ça serait trop long de faire parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais on a fait quand même les grandes lignes. Oui. Et alors, quels sont les projets à venir ? Et bien là, les projets à venir, c'est les dates avec le Leno. Donc on a pas mal de dates. Donc on fait une dernière date en 2024. Le 19 décembre. Et après en 2025, on a des dates. Voilà, on a des dates. Donc déjà, suivez-nous sur les réseaux. Et après 2025, il y a aussi le projet là, Carnival Story. Il y a mon quartet aussi. On a pas mal de dates. On a des dates prévues 2025. D'ailleurs, peut-être que je vais commencer à écrire de nouvelles chansons pour ce quartet. Et après, mon métier aussi de musicien accompagnateur. Voilà, on vient juste de sortir un album avec Samy Thiebaud. Donc voilà, il y aura des dates l'année prochaine. Mario Canonge toujours. David Lynx, il va sortir son album au mois de mars. Donc il y a pas mal de concerts avec. Voilà, enfin, pas mal de choses. Donc voilà, suivez. Et si on veut te suivre, par exemple, si on veut connaître ton actualité, on peut te suivre où ? Alors, j'ai le site internet www.arnaudolmen.com. Sinon, sur les réseaux sociaux, @ArnaudDolmen, Twitter, enfin X maintenant, X, Instagram, Facebook. Donc voilà, vous pouvez suivre
Ouais, il y a une équipe qui s'occupe de la communication et donc on essaye d'être assez actif pour vous tenir au courant. Aussi, oui, il y a des masterclass aussi. Voilà, des masterclass au CNSM de Paris, dans des conservatoires. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ok. Et quel serait ton mot pour la fin, pour les personnes qui vont nous regarder? Et déjà, pour ceux qui ont regardé l'émission, déjà merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Pour ceux qui ne connaissent pas Arnaud Dolmen et pour ceux qui ne connaissent pas aussi Leno, vous pouvez aller regarder, écouter, être curieux. Euh, pour tous les artistes aussi qui passent sur ce plateau, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on rayonne, hein, tout simplement. Donc voilà, déjà ça c'est pour le public. Merci Jérémy de t'investir pour nous, de nous donner la parole, parce que c'est important. C'est vraiment important pour nous, pour faire véhiculer le message. Et comme on ne fait pas forcément une musique super populaire, donc le fait qu'il y ait des médias des médias comme le tien, qui nous soutiennent, qui font voilà, des émissions comme ça, et même qui sont sur le terrain, parce qu'on te voit beaucoup hein, sur le terrain. Donc ça fait plaisir. Et le tout dernier mot de la fin, j'ai envie de vous dire encore merci et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Voilà. Bah, merci d'être venu, Arnaud Dolmen. Et merci Jérémy de m'avoir accueilli. Et bah, j'espère que cette émission, je le répète encore, vous aura plu. Parce que là, voilà, c'était Arnaud Dolmen et batteur à suivre, grand musicien. Et puis, allez voir Leno sur scène. C'est important. Parce que c'est les deux musiciens là. Voilà, c'est Leonardo Montana et Arnaud Dolmen. Il faut les voir en concert. Il faut même écouter l'album sur les plateformes ou même acheter l'album. Parce que voilà, c'est important. Il faut soutenir les artistes de chez nous aussi, quoi. Bonne soirée à vous.